Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wieselmann. L'attentat de Magnanville, ce double assassinat terroriste d'un couple de policiers dans les Yvelines et la prise en otage de leur fils de 3 ans à leur domicile le 16 juin 2016 avait marqué un tournant pour l'histoire de la police. Un drame qui compte encore des zones d'ombre 7 ans après les faits. Si le terroriste Larossi Abala a été tué lors de l'intervention du raid, son complice présumé Mohamed Lamine Aberouz sera dans le box des accusés. Et les charges qui pèsent contre lui sont lourdes. Complicité d'assassinat terroriste, complicité de séquestration terroriste d'un mineur et association de malfaiteurs terroristes. Nous sommes avec Victor Isaacan, journaliste au JDD pour en parler. Bonjour Victor Isaacan. Bonjour Baudouin. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur l'itinéraire de ces deux individus dont l'un est décédé, l'autre est suspect pour ces procès à la Cour d'assises spéciale de Paris. D'où viennent leur radicalisation ? Si vous me permettez, je vais d'abord revenir sur le contexte de cet attentat. Après, je répondrai bien sûr à votre question. Mais le contexte, c'est que cet attentat intervient à un moment clé. Il intervient 10 mois après les attentats qui ont ensanglanté Paris, le 13 novembre 2015. Et il intervient 1 mois avant l'attentat de Nice sur la promenade des Anglais. Et ce qui est particulier également, c'est qu'il vise pour la première fois des policiers à leur domicile. Et c'est aussi pourquoi ce procès est aussi suivi et qu'il a autant marqué les esprits peut-être. Alors pour en revenir au parcours des deux hommes dont l'un a été abattu par le raid, vous l'avez dit, le soir du 13 juin 2016, au terme d'une nuit où il a pris en otage l'enfant de la famille et la mère. Enfin, c'est ce qu'on a pu croire dans un premier temps parce qu'il a été question... Les policiers se sont demandé si elle était encore en vie. Pour revenir sur le parcours, ce sont deux jeunes qui ont grandi dans une cité des Mureaux, dans le 78, dans les Yvelines, à la cité des musiciens. Ils ont évolué dans des familles musulmanes. Alors chez l'un, en tout cas, pour celui qui est dans le box, une famille musulmane assez marquée, avec une empreinte religieuse très forte. Cela dit, c'est lui, a priori, qui a pris, si j'ose dire, qui a pris le lead, pardon, je sais que vous détestez les mots anglais. Qui a pris les devants dans cette famille, dans la famille surtout, dans la famille. Et qui est parti en fait à l'âge de 17 ans. Il a été renvoyé du lycée en 2007 à la suite d'une bagarre, en 2010 pardon, à la suite d'une bagarre, il avait alors 17 ans, et il s'est rendu en Mauritanie pour parfaire l'apprentissage de son arabe et aussi... approfondir ses connaissances. Approfondir ses connaissances religieuses dans un premier temps. Alors c'est là que c'est savoureux, c'est que il est rappelé par sa mère. Il part 6 mois du coup dans le désert dans une espèce de madrasa où il a parfait l'apprentissage de l'islam. Il est rappelé par sa mère en urgence parce que son grand frère Shahid a lui-même été arrêté au Pakistan alors qu'il envisageait de se rendre en zone de guerre auprès d'Al-Qaïda. Lui rentre à Paris, et il rentre à Paris infatué de toutes ces nouvelles connaissances religieuses. Il se met à dispenser un petit peu ses leçons à son entourage. Il fait la leçon également aux imams de son quartier. D'ailleurs, les imams qui ont été entendus dans le cadre de son dossier ont fait part de leur inquiétude. À l'époque des faits, se rendaient compte qu'ils prenaient de plus en plus en tout cas que sa radicalité était de plus en plus présente. Et il a un espèce de petit réseau, un réseau s'est formé autour de lui, lui dit que c'est un réseau d'amis, et un réseau notamment sur le réseau Telegram, dans lequel il envoyait régulièrement des messages à coloration djihadiste, si j'ose dire, et voilà. Et dans cette histoire, la question qui se pose, c'est de savoir si le second, celui qui a été tué, Larossi Abala, a été influencé, si l'accusé a une responsabilité morale, en tout cas, ou matérielle, dans le drame que les policiers et la France a vécu le 13 juin 2016. Alors, est-ce que c'est une radicalisation du pauvre, entre guillemets, un terrorisme à la petite semaine, ou bien est-ce qu'il y a une... Alors, il y a quand même eu ce déplacement donc, en Mauritanie dans un genre de madrasa. Est-ce que c'est idéologiquement structuré ou c'est la radicalisation du pauvre, entre guillemets ? Alors, c'est là que je reviens sur le procès. La particularité de ce procès, c'est qu'on a deux individus, l'un mort, l'autre dans le box. Pour ce qui est de Mohamed Lamine Aberouz, le présumé complice, lui, il est parfaitement structuré idéologiquement. C'est quelqu'un qui parle haut et clair, qui parle très bien, qui s'exprime dans une belle langue et qui a vraiment des connaissances religieuses assez poussées.
Celui qui est décédé, Larossi Abala, lui, on peut parler d'une radicalisation du pauvre. Et c'est là toute la particularité de ce procès, c'est qu'on se demande si le grand absent, le fantôme de ce procès, n'a pas été influencé ou a été sous le joug de Mohamed Lamine Abbrouze. Et de ce point de vue-là, on n'a pas encore la réponse. Donc en fait, Abala aurait été manipulé, influencé durement et même conduit à cet acte par Mohamed Lamine Abbrouze. C'est un peu ça l'idée. C'est la thèse de l'accusation. L'accusation soutient en tout cas que Mohamed Lamine Abbrouze a eu une influence et a eu surtout un ascendant intellectuel non seulement sur son entourage et spécifiquement sur Larossi Abala, ce que lui conteste évidemment. Est-ce qu'on en sait plus sur le pourquoi de cette cible? Pourquoi ce couple de policiers de Magnanville? On a évoqué avec des policiers cette semaine des fuites de données personnelles sur une fameuse clé USB. C'est la grande inconnue de ce procès. Il y a plusieurs pistes qui ont été envisagées, mais j'ai en tête, pardonnez-moi de revenir sur le procès, mais j'ai en tête l'intervention, le témoignage de l'un des premiers policiers de la SDAT, qui a eu des mots très durs, enfin très douloureux en tout cas. Il s'est adressé aux victimes, il s'est tourné vers eux alors qu'il témoignait à la barre, en s'excusant de ne pas pouvoir leur apporter de réponse. Toujours pas de réponse après 7 ans d'enquête. On ne sait pas pourquoi ils ont ciblé spécifiquement ces policiers. Le soir de l'attaque, Larossi Abala, depuis le Velux de la maison, a hurlé « Vous êtes venu chez moi, je viens chez vous », en sous-entendant que le policier qui l'avait ciblé l'avait perquisitionné. Ça n'a pas été le cas. On sait, en revanche, que Mohamed Lamine Abbrouze a été dans une auto-école à Magnanville, dans la ville de ce policier, et qu'il venait régulièrement faire son demi-tour dans l'allée des Perdrix où vivait le couple de policiers. Étant précisé... Pour passer son permis de conduire ? Oui, passer son permis de conduire. Des cours de conduite. D'accord. Étant précisé que l'un des moniteurs d'auto-école avec lequel Mohamed Lamine Abbrouze, le présumé complice, passait son permis de conduire, avait été arrêté dans une autre affaire qui n'avait rien à voir avec la religion mais des stupes par le policier Jean-Baptiste Salvin. Donc il y a plusieurs pistes, on ne sait pas. Alors, pendant ce procès a été diffusée la vidéo de revendication de l'attentat, donc qui avait été tournée en direct sur Facebook depuis les lieux du crime. Elle a été diffusée dans l'audience. Est-ce que vous pouvez nous la décrire? Elle dure quand même 13 minutes et on y voit notamment, je crois, l'enfant derrière qui est qui est recroquevillé sous une couverture, d'après les descriptions des audiences. Oui, alors ça, c'est un moment particulièrement significatif dans ce procès. C'est effectivement, la vidéo a été diffusée. Elle a été diffusée sous l'œil d'un cadre du RAID qui n'avait jamais vu cette vidéo et qui pouvait peut-être nous apporter un éclairage. Alors on voit Larossi Abala ayant un grand sourire. C'est quelque chose de vraiment particulier parce qu'à ce moment-là, on saura a posteriori qu'il a déjà tué les deux policiers. On est certain pour Jean-Baptiste Salvin, on l'est moins pour sa compagne, Jessica Schneider, mais on l'apprendra par la suite, au moment où il tourne cette vidéo, qu'il la publie à ses 150 abonnés sur Facebook, il a déjà égorgé Jessica Schneider. Il est sur la mezzanine de la maison, à l'étage, l'enfant est derrière lui, on le verra que quelques secondes. Dans un premier temps, il va avoir un long laïus sur l'État islamique, la propagande habituelle, où il nous parlera de François Hollande, qui était à l'époque notre président de la République, qui empêche ses frères de partir au djihad. Il évoquera également le refus de la France de destituer Bachar el-Assad, enfin tout le corpus intellectuel de l'apprenti djihadiste à l'époque, en l'occurrence du djihadiste achevé pour lui. Et donc voilà, il aura ce long laïus qui sera ponctué de phrases en arabe et il conservera ce sourire pendant toute la vidéo et c'est absolument insupportable. On se demande, ça confine à l'inhumanité. Il parle très lentement, très calmement, il est posé. D'ailleurs, plus tard, le cadre du RAID entendu dira que quand il négociait avec lui au téléphone, il était calme, serein, cynique. Et c'est exactement l'impression qu'il nous donne à ce moment-là, calme, serein, cynique. Et donc voilà, il parle pendant 12 minutes, il explique qu'il a tué un policier, il appelle tous ses frères d'armes à aller tuer des policiers, il dresse une liste de personnalités à cibler, Léa Salamé, Bernard de la Villardière, Gilles Kepel également. Il demande à s'en prendre à tous ces gens-là et explique que le dessein d'Allah est de soumettre la France, la rhétorique habituelle. Et effectivement, à ce moment-là, il se tourne vers le canapé où l'enfant est recroquevillé à demi
emmitouflé dans une couverture, et il dit je ne sais pas encore ce que je vais faire de celui-là. Et ce moment est particulièrement glaçant, effectivement, c'est un moment d'audience qui m'a beaucoup marqué. Et alors au moment où est diffusée la vidéo, donc la vidéo de revendication, Mohamed Lamine Abrouz, est-ce qu'il est dans le box, est-ce qu'il la voit, est-ce qu'à ce moment-là les regards se tournent vers lui aussi pour voir sa réaction? Vous avez raison à insister sur ce point-là, parce que au début du procès, Mohamed Lamine Abrouz affichait une attitude d'indifférence, si j'ose dire. Pardon. Il parcourait le prétoire avec des yeux indifférents. Il était un petit peu spectateur de ce procès-là. Il souriait parfois, il était même bravache lorsque des propos de l'une des avocates générales ne lui plaisaient pas. Il soutenait le regard des avocats de la défense, et là, il s'est courbé, si bien qu'on ne voyait plus que la courbe de son dos. Il n'a pas regardé une seule fois cette vidéo-là, et c'était vraiment troublant. Et alors, où en est-on de l'avancée un peu, que conclut l'enquête sur sa présence ou non sur les lieux? Il y a cette trace d'ADN retrouvée sur l'ordinateur des victimes. Ça, c'est donc la grande inconnue donc, de cette affaire. Est-ce qu'il est passé sur les lieux du crime et quel a été son investissement à ce moment-là? La question se pose toujours pour l'accusation. Le ministère public et les avocats des parties civiles, c'est très clair. Mohamed Lamine Abrouz était là au moment des faits. À tout le moins, il était là au tout début des faits, et il aurait fourni un avantage matériel en se connectant à l'ordinateur à son ami Larossi Abala, ce que conteste parfaitement la défense. Le tournant de l'enquête vient en 2017. Un an après les attentats, effectivement, vous l'avez dit, on retrouve une trace d'ADN de Mohamed Lamine Abrouz sur l'aide-poignet droit de l'ordinateur portable de la famille. L'aide-poignet droit, si vous avez chez vous un ordinateur portable, c'est la partie droite à côté du trackpad. De la souris tactile. La souris tactile, voilà, pardonnez-moi, de la souris tactile. On a retrouvé cet ADN. La défense explique qu'il s'agit d'un transfert. Il aurait serré la main de son ami. Il aurait déposé cet ADN, cet ami aurait posé cet ADN. Les experts entendus disent que c'est très hypothétique, mais pas impossible. Seulement, en droit, on ne juge pas en hypothèse. Donc scientifiquement, c'est hautement improbable, mais ce n'est pas impossible. Mais ça aurait été une poignée de main tardive dans la soirée, sachant que c'est une poignée de main qu'il transfère donc, à Abala. L'empreinte resterait sur la main, il commet son forfait et l'empreinte est encore là. C'est possible. Alors, Thibaut de Montbrial, l'avocat des victimes, l'avocat des parties civiles, d'une des familles, a évoqué une hypothèse très simple, c'est qu'il a dit que il suggère que, contrairement aux bandits professionnels, l'accusé aurait possiblement oublié de mettre une bande de scotch entre son gant et sa manche de pull ou de veste, et aurait possiblement à ce moment-là déposé son ADN. C'est ce qu'a l'air de penser l'accusation. On ne le sait pas, simplement le tribunal devra se déterminer en prenant en compte cette possibilité, mais qui n'a pas été reconnu à 100% scientifiquement. Alors c'est un peu technique peut-être, mais ce qui est dit aussi par l'accusation, c'est que c'est une empreinte qui n'est pas mélangée entre guillemets. C'est une empreinte vraiment où il n'y a qu'une seule identité ADN entre guillemets. Désolé, j'ai pas les termes techniques. Oui, non, c'est ça, c'est absolument ça. C'est une empreinte, c'est un ADN non mélangé, c'est un ADN pur. C'est-à-dire qu'il n'est pas en mélange avec l'ADN, par exemple, de Larossi Abala ou des 2 membres ou des 3 membres de la famille qui ont touché et qui touchent régulièrement leur ordinateur portable. Simplement, lors de la seconde expertise, on n'a pas retrouvé de traces. Enfin, on n'a pas retrouvé de traces de cet ADN-là. L'hypothèse avancée par l'accusation, c'est que lors du premier écouvillonnage, c'est-à-dire que quand les experts techniques ont passé le coton-tige sur l'aide-poignet droit de l'ordinateur, ils auraient peut-être tout prélevé, auraient tout mélangé, on ne l'a pas retrouvé. Bon. La défense, elle, soutient encore une fois qu'il s'agit d'un transfert d'ADN, même si d'un point de vue scientifique, c'est hautement improbable, mais pas impossible. Est-ce que le procès a révélé comment s'est déroulée l'intervention du RAID dans le domicile du couple assassiné pour appréhender Larossi Abala? Il l'a même révélé hier, parce qu'on l'a appris hier lors de l'intervention, enfin justement, lors de la déposition de l'adjoint au chef du RAID cette nuit-là, qui lui était, vous en souvenez peut-être, de permanence pour l'Euro 2016, parce que c'était l'Euro 2016 et le Ramadan à ce moment-là. Lui est appelé sur place. Des policiers sont déjà là parce qu'ils ont été appelés, les policiers locaux. Lui arrive avec une équipe de 50 personnes.
une négociation se met en place avec le terroriste à l'intérieur de la maison. Le terroriste est très calme, je vous le disais, et comme l'explique le chef du raid, discute avec eux, propose même de se tutoyer parce que la soirée va être longue. Il est d'une indécence parfaite. À un moment, lors du premier appel, il demande à faire une pause parce qu'il a faim, parce qu'il souhaite aller dîner. Et à ce moment-là, on le sait, il a déjà tué Jessica Schneider. Et il demande ça tout ton de bus, si j'ose dire. La conversation, il y aura 3 appels au cours de cette soirée, 3 appels au cours duquel qui seront ponctués une fois d'un dîner parce qu'il souhaite aller dîner et une autre fois parce qu'il souhaite aller aux toilettes. Et c'est lors du 3e appel, peu avant minuit, que les policiers décèlent une inquiétude chez le forcené. Il y aura déjà un premier moment de bascule chez eux, c'est quand on lui parlera de l'enfant, on lui demande pourquoi il a pris en otage cet enfant-là, et lui expliquera il n'expliquera pas, il dit qu'il a décidé de ne pas faire de victimes civiles, et on sent chez lui quand même une fuite émotionnelle, disent les négociateurs. C'est le seul moment où percera peut-être une lueur d'humanité chez cet homme ce soir-là. Et peu avant minuit, je vous le disais, au moment où il est au téléphone avec, les policiers sont massés autour de la maison, ne savent pas comment intervenir tout de suite, parce qu'évidemment, il y a un enfant, ils veulent préserver l'intégrité physique de l'enfant. Et la décision, l'ordre est donné de forcer la porte au moment où il est au téléphone pour le prendre par surprise. Des dispositifs de diversion, des flashs sont envoyés aux abords de la maison, donc lui est pris un peu de toutes parts. Et il saute sur les policiers qui l'abattent et lui tombera au bas des escaliers pour s'écrouler à côté du corps sans vie de Jessica Schneider. Là, la tension devait être absolument colossale pour la police qui avait cet enfant à garder en vie, entre guillemets. Et est-ce qu'on peut peut-être finir sur cette femme, Sarah Hervouet, alors, qui est devenue l'épouse de Mohamed Lamine Abrouz, qui était la fiancée de la Rossia Bala. Elle est sortie de prison après avoir été condamnée pour une tentative d'attentat près de Notre-Dame de Paris en 2015. Il y a une idylle entre cette femme et donc le prévenu. Alors, pardonnez-moi, il y a une erreur dans votre propos, mais c'est pas grave, je vais préciser parce qu'il y a une petite confusion. En fait, c'est l'autre aspect du procès qui est assez étonnant, c'est-à-dire que le principal, l'accusé, dans le box, a noué deux relations, 2 projets maritaux en tout cas, avec 2 terroristes. L'une, Sarah Hervouet, qu'il était sa promise avant le procès. Ah oui, pardon, Sarah Hervouet, c'est pas avec qui elle est mariée, mais elle était là. Qui a été condamnée dans l'affaire des bonbonnes de gaz de Notre-Dame de Paris. Lui-même avait été condamné pour non-dénonciation à l'époque. Elle a été condamnée à 20 ans de prison. Il ne l'avait jamais rencontrée physiquement, mais il l'a vue pour la première fois sur l'écran parce qu'elle a témoigné depuis sa cellule. En revanche, il s'est marié en prison avec une détenue qui est sortie il y a 15 jours, qui avait été condamnée à 7 ans de prison pour des faits de terrorisme également. Ah pardon, oui, c'est pas ça. C'est Jana, qui est venue témoigner également à la barre. Et alors elle, qui est toujours aussi radicalisée, même quand elle a refusé par exemple de prêter serment, elle est restée campée dans une attitude de défi farouche. Elle était bravache, elle refusait de répondre aux questions. Habillée en gilbeb. Ayant des propos peu amènes pour la France, tout ce que vous pouvez savoir de... Un grand merci Victor Isaac d'avoir été avec nous. Vous avez suivi donc ces procès de l'attentat de Magnanville. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes journaliste au Journal du Dimanche.